en perspective. Bonjour Franck Zal. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Merci à vous. Alors vous êtes docteur en biologie marine et dirigeant de la société Emarina, qui est donc basée à Morlaix dans le Finistère. Et vous avez développé une innovation qui va avoir une portée gigantesque dans le monde médical, on en reparlera tout à l'heure. Mais avant ça, on va essayer de comprendre un petit peu d'où vous venez et comment vous avez construit ce parcours assez étonnant. Est-ce que vous acceptez de vous livrer au jeu des petits papiers? Bien sûr, oui. Allez, alors je vous en prie, piochez un premier. On va voir ce que ça donne. Commandant Cousteau. Ah, alors c'est marrant, oui, c'est un petit clin d'œil. C'est vrai que, en fait, tout ça, si on en est là, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. En fait, c'est vrai qu'il m'a fait rêver en fait quand j'étais enfant, et donc c'était une façon de voyager et d'aller en fait découvrir des nouveaux territoires, des nouveaux océans. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, et donc ça m'a ouvert en fait, ma voie en fait en biologie marine. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est un peu un clin d'œil au commandant Cousteau. Alors, un deuxième petit papier qui va nous expliquer pourquoi aussi vous en êtes là aujourd'hui. La suite, on va voir. Alors la suite, c'est hors de vos compétences. Ah oui, tout à fait, oui. En fait, c'est vrai que je suis chercheur en biologie marine, et ce qui m'avait interpellé quand j'étais un gamin, j'étais en 5e, et je me souviens d'avoir eu une prof qui nous avait posé des questions, et c'est vrai que moi je m'intéressais beaucoup à la science, et j'avais répondu en fait sur ce devoir des choses qui étaient hors de mes compétences, parce que en fait je m'intéressais à quelque chose qui n'était pas appris en fait dans les livrets scolaires. Et je me suis dit, un jour, j'écrirai les nouveaux chapitres de ces bouquins. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est à la limite de la connaissance, ça m'intéresse. Et on est en train de faire ça aujourd'hui dans Emarina. On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Franck Zal. Alors, c'est hors de nos compétences, c'est malheureusement. Alors, une autre force de la nature qu'on a avec nous, c'est Franck Zal. À nouveau, rebonjour. Bonjour. Alors, vous avez donc mis au point une innovation assez incroyable qui va révolutionner sans doute le monde médical et notre rapport au don du sang également. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo qui est parfois vaut mieux qu'un long discours. Elle est très claire, elle a été réalisée par la Brest Business School. Vous allez tout comprendre en 1 minute 53, c'est précis. Admirez nos belles plages européennes où l'océan se retire et revient 2 fois par jour. Elle renferme de nombreux secrets inestimables. Oh, voilà un pêcheur à pied. En cherchant, il va sûrement tomber sur des Arenicola marina, plus connus sous le nom de vers marin et également nommé Buzuc en Bretagne. En 1994, Franck Zal, étudiant à la station biologique de Roscoff CNRS UPMC, effectue une thèse sur l'Arenicola marina en se demandant comment les vers marins respirent-ils entre la marée haute et la marée basse. Pour comprendre, il s'intéresse au sang du ver. Et après avoir effectué des analyses, il découvre que ce vertébré possède une hémoglobine universelle. Il faut tout d'abord savoir que l'hémoglobine a pour fonction de fixer et transporter l'oxygène à travers l'organisme pour alimenter les organes vitaux. Chez l'homme, l'hémoglobine est toute petite et voyage grâce aux globules rouges. Les globules rouges qui déterminent le groupe sanguin d'une personne, A, B, AB, O, pouvant être positifs ou négatifs. Il y a donc des différences de compatibilité de sang d'un individu à l'autre. Chez le ver marin, l'hémoglobine est 50 fois plus grande que celle de l'homme et cette protéine voyage sans globules rouges. Ce transporteur d'oxygène est donc universel et il n'a pas de problème de compatibilité de groupe sanguin. Arrivé à maturité, l'Arenicola est surgelée puis décongelée dans une solution libérant les hémoglobines. Le mélange obtenu est alors purifié et filtré. Ce sang artificiel, compatible avec tous les groupes sanguins, possède 3 principales applications. Le substitut sanguin, le pansement actif et la conservation d'organes pour les transplantations. Alors, quelles sont les applications très concrètement, Franck Zal, de votre découverte? Alors, les applications sont multiples. Là, on a cité 3, il y en a plusieurs dizaines en fait. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est une molécule qui est universelle, un transporteur d'oxygène. On en parlait tout à l'heure. En fait, l'oxygène et le transport d'oxygène, c'est la vie. On a tous de l'hémoglobine, tous des globules rouges autour de cette table. Et en fait, on a trouvé cette molécule chez ce ver marin qui date de 450 millions d'années. Ouais. Juste en essayant de répondre à une question de recherche fondamentale, comment le ver respire entre la marée haute et la marée basse. C'est ça. Et aujourd'hui, avec ce produit-là, on a 3 produits en développement. Un produit qui s'appelle Hemo2Life, c'est une solution pour préserver les organes en attente de transplantation.
Parce qu'il y a un temps limité avant de transplanter, Bien sûr, il y a un temps bien sûr. limité pour un rein, c'est à peu près 12 heures. Et souvent, en fait, il y a des organes qui ne sont pas transplantés parce qu'on n'a pas le temps de les transplanter. Et parce que les solutions qui existent aujourd'hui, ce sont ni plus ni moins que de l'eau, du sel et des colloïdes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de l'oxygène en fait au greffon, ce qui permet d'allonger le temps de conservation des greffons et surtout la qualité des greffons avant de transplantation. Et ça, c'est un véritable problème de santé publique en France. On développe également des pansements pour les personnes qui souffrent de diabète, ce qu'on appelle le syndrome du pied diabétique, où ces personnes ont des plaies au niveau des pieds. Et qui risquent l'amputation. Exactement. En fait, toutes les 30 secondes dans le monde, il y a une amputation liée à cette pathologie. Et aujourd'hui, il n'y a aucun traitement possible en fait, pour ce type de pathologie. Et donc, nous, on a inventé un pansement qui permet d'apporter de l'oxygène à ces plaies et d'augmenter considérablement la vitesse de cicatrisation. Et la dernière application que vous avez citée, on parle de substitut sanguin. J'aime pas trop ce terme-là parce qu'on n'est pas en train de refaire tout le sang total. On parle plutôt de transporteur d'oxygène thérapeutique. C'est l'équivalent, en fait, c'est l'équivalent du globule rouge. Et aujourd'hui, on travaille notamment avec l'US Navy sur en fait ce qu'on appelle le trauma brain injury, l'AVC lié à des explosions qui vont créer des zones en fait ischémie au niveau cérébral et on va justement oxygéner le cerveau de ces militaires qui vont subir ce type d'explosion sur les champs de bataille. Et ça, c'est quelques applications, on a plein d'autres en développement. Par exemple, l'hépatite C également. Alors l'hépatite C, oui, tout à fait. C'est en fait l'hépatite C. Alors on est plus dans un process industriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tous entendu parler des traitements, du prix des traitements, 40 000 € par patient, etc. En fait, tout ça c'est lié à des problèmes de rendement, de production de ces molécules thérapeutiques. Et en fait, aujourd'hui, on sait que en fait, toute l'industrie pharmaceutique a ces problèmes-là, donc qui impliquent en fait des coûts de production élevés. Et avec ces molécules, on est venu nous trouver pour savoir si on pouvait amener de l'oxygène aux cellules qui vont synthétiser en fait ces médicaments de demain. Et on a montré qu'on augmentait de 70 à 90% le rendement de production de ces médicaments. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec cette technologie-là, un produit qui s'appelle Emoxel, on a la possibilité de considérablement diminuer les prix de production de ces médicaments de demain ou, de l'autre côté, si on se place du côté de l'industrie pharmaceutique, peut-être d'augmenter les marges. Moi, je suis plus de l'autre côté, descendre les prix. Alors, diminuer les prix de production, c'est aussi parce que logistiquement, votre produit est transportable en poudre. C'est incroyable. De l'hémoglobine transportable en poudre. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si autour de ce plateau, sur ce plateau, en fait, vous donnez votre sang, mais en fait, quand vous donnez votre sang, en fait, on peut le garder que 42 jours, à froid, à 4 degrés Celsius, parce qu'en fait, le sang, l'hémoglobine, c'est un produit périssable. Et donc, le fait que cette molécule est extracellulaire, on est capable de la lyophiliser, donc d'avoir de l'hémoglobine en poudre. Et imaginez en fait la simplification en fait de la logistique pour pouvoir amener ce produit partout. Et aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, que dans les camions de SAMU, ils n'ont pas de sang pour aller transfuser en fait sur un accident où il y a un blessé hémorragique. Et donc aujourd'hui, on va transporter le plus vite possible en fait ces blessés à l'hôpital. Mais pareil en fait, pendant ce laps de temps, on n'oxygène pas le patient. Et donc ce produit-là pourrait être dans tous les camions de SAMU et amener en fait cette bouteille d'oxygène à tous les patients qui ont besoin d'oxygène. Lors de l'attentat du 13 novembre, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas pu être sauvés de ce fait-là, par exemple. Tout à fait. Donc vous avez entendu parler, on parlait de médecine de guerre, en fait, où en fait finalement il y avait tellement de blessés qu'on ne pouvait pas les traiter. Des personnes en fait sont sorties en fait de ces zones d'attentat et finalement donc comme elles avaient une hémorragie et qu'on ne pouvait pas les traiter, ben on a attendu. Et donc finalement en fait, ce manque de sang c'est un manque crucial en fait dans le monde entier. Et c'est vrai que le produit qu'on développe pourrait en fait complètement révolutionner le domaine de l'hématologie dans ce cas-là. Le manque de sang s'élève à combien ? Ça se chiffre en Alors milliers oui, de litres, bien sûr. En fait, en France, même. on sait tous que donner du sang, ça permet de sauver des vies. On est 5% des Français à le faire quand même tous les ans. 5% sur l'ensemble de la population, ce qui n'est pas beaucoup. Et dans le monde, en fait, il manque 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. 100 millions. Et donc aujourd'hui, en France, on est quasiment à l'équilibre. On est toujours en appel de donneurs parce que finalement, le stock s'épuise et puis le stock est périssable. Et donc voilà, donc on apporte, alors on n'a peut-être pas la solution totale en fait à ce problème de pénurie de sang mondial, mais on a une solution et je pense qu'elle mériterait en fait d'être développée encore plus massivement en France. C'est très long, la mise sur le marché d'une solution comme celle-ci ? Alors oui, je voyais sur la petite vidéo 94, bien évidemment, tout ça c'est un cheminement très long. Imaginez-vous en fait cette découverte, après travailler sur un process industriel de production d'aranicole, parce qu'on n'allait pas défaune toutes les plages en Bretagne, on protège le littoral quand même. Et donc on produit en aquaculture ce ver marin, donc dans une ferme qu'on a achetée sur l'île de Noirmoutier. Et donc bien évidemment, après tout le process réglementaire de développement, de production, ça passe par un véritable parcours du combattant.
Je pense qu'on pourrait avoir vraiment un raccourcissement de ce type de réglementation, bien évidemment avec la protection des patients, mais c'est vrai que c'est un véritable parcours du combattant et donc voilà, donc il faut toujours en fait se battre. J'entendais se battre. Oui, c'est le mot aujourd'hui, je crois. Tout le monde se bat ici sur ce plateau. Et donc c'est vrai, c'est vraiment s'accrocher, y croire, et avancer, etc. Et puis aujourd'hui, on est en essai clinique, et donc on a un essai clinique sur la greffe d'organes, et aujourd'hui on a déjà sauvé 56 patients avec de l'hémoglobine d'arénicole, donc on est déjà content de ce que l'on a fait. Merci beaucoup, Franck Zal, pour ce témoignage. On rappelle le site internet, emarina.com. Ça vous parle, ça, à tous les deux, le sang. Moi, je vais encore citer mon cousin Laurent, qui est armé de BSP, de bon sens paysan. Il a une phrase sur les chercheurs, il dit toujours que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors, je suis assez content de vous avoir trouvé sans vous chercher, parce qu'on fera un reportage avec vous. Et je trouve ça formidable, en effet. Ce qui est important, on parlait de la pêche en eau profonde, le chalutage en eau profonde l'autre jour. Ça prouve aussi qu'il faut aller chercher parfois des solutions dans la nature et protéger les espèces, parce qu'il y a peut-être évidemment des expériences à faire, des études à mener pour trouver des solutions à plusieurs maladies. Je disais l'autre jour que avec certains corons, on pouvait soigner, en tout cas améliorer, les médicaments pour les cancéreux. Donc, à partir de là, je trouve que oui, la solution est peut-être dans la nature. Hein. On est tous sortis de l'océan. Ouais. La vie est sortie de l'océan, donc peut-être que les solutions sont dans l'océan. Donc je dirais qu'il faut protéger l'océan. Tout à fait, en fait, je vous rejoins parfaitement. Et en fait, il faut regarder la nature comme une bibliothèque d'innovation. Et donc, bien évidemment, protéger la biodiversité, parce que les innovations médicales que l'on peut avoir pour demain sont là sous nos yeux. Il suffit en fait de regarder. Et c'est tout un pan en fait de la science qui commence à se développer en France, qu'on appelle le biomimétisme. Savoir regarder la nature pour en tirer des innovations. Et vous parliez en fait de molécules qui viennent du domaine marin pour le cancer. Bien évidemment, savez-vous en fait que les sélaciens, les requins, ne développent pas de cancer. Et donc il y a des personnes, des chercheurs qui ont identifié des molécules en fait chez les sélaciens qui bien évidemment synthétisent ensuite pour traiter ce type de pathologie. Merci beaucoup pour ces éclairages très intéressants à tous. On va passer maintenant. Merci beaucoup Valérie. Franck, vous êtes un passionné de mer, vous aussi bien sûr, mais de voile également. Qu'est-ce qui vous anime dans ce nouveau record comme ça? Je pense que c'est tout simplement des gens d'exception qui nous font rêver, et donc et puis un peu mon côté chauvin. Donc le premier du Vendée Globe, c'est Armel Lecléache, il est de chez nous, et le troisième qui est Bayou, il est de Morlaix. Donc voilà. Donc et c'est vrai qu'en Bretagne, on a vraiment des marins qui sont exceptionnels, qui nous font voyager sur toutes les mers du monde, et c'est aussi ma passion, c'est d'aller découvrir en fait d'autres territoires. Eux, ils n'ont peut-être pas le temps de s'arrêter, et nous on s'est arrêté de temps en temps. Et vous, alors votre innovation, elle est perçue comment à l'étranger, justement, puisqu'on parlait de Shanghai tout à l'heure? Votre innovation, elle est accueillie mieux qu'en France ou pas? Parce que c'est compliqué en France quand même, quand on est chercheur aujourd'hui. C'est compliqué pour des raisons de réglementation. En fait, on se met nous-mêmes nos propres freins. Et donc, on s'est mis un frein qui est le principe de précaution. Et donc, qui est devenu la précaution par principe. Et donc, qui bloque en fait toutes sortes d'innovations. Et en fait, quand on voit dans la Constitution, cette loi a été faite pour l'environnement, pas du tout pour la santé. Et donc là, maintenant, on met du principe de précaution partout. Et on a du mal en fait à comprendre, alors que l'on a un produit qui peut sauver des vies très très rapidement, que voilà, toute cette administration bloque en fait ce développement de produits. Aux États-Unis, cette innovation est extrêmement bien perçue. On vient d'avoir le prix de CCI international qui nous a été remis la semaine dernière sur TV5 Monde. Je repars à New York en fait en début février, où on nous remet aussi un prix pour notre collaboration avec l'armée américaine. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite dans ces pays-là. Il y a plein de choses à faire en France. Il y a il y a un terroir extrêmement intéressant en Bretagne et puis en France, puisqu'en fait on a créé le crédit impôt recherche qui est vraiment motivant pour développer tout ça en France. Mais voilà, on aimerait bien de temps en temps que l'administration nous libère de tout ce carcan et libère les énergies pour qu'on puisse avancer beaucoup plus rapidement. D'autant que la Bretagne est à la pointe sur les biotechnologies. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment. Voilà, donc on le sait pas. Nous, on le communique quand même d'une façon extrêmement importante, parce qu'on est fiers de ça. C'est que la Bretagne, la région Bretagne, c'est la 3e région de France en biotechnologie. Alors après, derrière, il y a Lyon, Grenoble et Paris, donc ça va être difficile de passer la 2e marche. Mais ça, c'est vraiment un bon point. Et il faut savoir aussi que le département du Finistère, c'est le 1er département de France en biotechnologie marine. Et donc tout ça, c'est chez nous, c'est en Bretagne. Et donc il faut le dire, il faut pas en avoir honte.
Très bien. Quels sont vos projets et qu'est-ce qui vous fait avancer aujourd'hui? Alors les projets, je pense que c'est les projets de tous les collaborateurs des Marinas. C'est vraiment une aventure humaine, hein. C'est vraiment, aujourd'hui, je pense que la motivation de tous ceux qui travaillent en fait, autour de cette technologie, c'est vraiment de sauver des vies. Vous savez, moi j'ai été pendant une quinzaine d'années en fait, chercheur au CNRS. Donc j'avais un statut dans la fonction publique. J'ai tout quitté pour cette aventure. Aujourd'hui, c'est une super aventure. Moi, je m'amuse tous les jours. Et puis surtout quand je vois en fait, le sourire revenir sur des malades, sur des patients. Et on se dit tout ça, c'est grâce au petit arrêt Nicole que tu avais repéré sur la plage. C'est vraiment magique. Et donc je pense que c'est une aventure humaine. Et voilà, la motivation qui nous anime tous, c'est vraiment de sauver des vies. Merci beaucoup, Franck Zal, pour ce discours passionné. Je vous propose qu'on revienne tout de suite au record de Francis Joyon, puisque nous avons...